en lien avec les conditions de travail des employés de la fonction publique québécoise. Bonjour Christian. Bonjour Philippe. On lui parle par Zoom aujourd'hui à Christian. Il y a beaucoup de sujets au menu. Veux-tu commencer avec les états généraux sur le syndicalisme? Oui, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. On a lancé le 31 mars dernier les États généraux sur le syndicalisme parce qu'on veut, à travers les 2 prochaines années, donc jusqu'à l'automne 2026, faire un état de situation. Ça, c'est l'ensemble des syndicats, l'ensemble des 9 syndicats qu'on a, donc la CSN, la FTQ, la CSQ, la FIC, la PTS, la FAE, le SFPQ et le SPGQ. On veut faire un état de situation sur le syndicalisme au Québec. On sait que le syndicalisme stagne un peu aux alentours de 40% à peu près de taux de syndicalisation. Mais on voit qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Les lois qui attaquent de plus en plus le syndicalisme aux États-Unis, ce qui se passe également. On voit que la population aussi est moins intéressée un petit peu par les syndicats. On les critique plus. Donc, on veut faire un état de la situation pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire également pour revamper un petit peu le mouvement syndical. Il y a un petit peu moins de participation peut-être dans nos instances également. Donc, on va adresser l'ensemble de la situation pour les membres qu'on représente, mais également pour les secteurs qui sont non syndiqués, parce qu'il y a également des secteurs qui se sont développés avec les années. Donc, on veut aller voir de ce côté-là qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. De plus en plus de compagnies internationales viennent s'établir, donc le lien est plus difficile à effectuer. Il y a des compagnies également qui embauchent des gens comme à contrat, les gens comme Uber, Uber Eats, les gens de livraison également aussi. On voit les attaques du mouvement syndical avec Amazon, avec Walmart, où ces géants mondiaux-là décident, eux autres, de simplement fermer lorsqu'un groupe veut se syndiquer, donc ne respectent pas le Code du travail au Québec. Donc, tout ça amène des difficultés dans le mouvement syndical. Puis on veut voir comment qu'on veut justement revamper ça, puis travailler ensemble à travers le Québec pour bien représenter les gens, puis avoir des bonnes conditions de travail ici. Génial, les états généraux sur le syndicalisme. L'actualité rattrape tout le monde, y compris l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis qui pousse vers notre pays de nouvelles vagues donc de migrants, de demandeurs d'asile. Ça commence déjà à affluer, là. C'est une chose qu'on craignait, mais là qui se concrétise. Ça soulève des questions beaucoup pour les employés de la fonction publique, Christian, en termes de capacité d'octroi de services à ces nouvelles populations. Là, c'est ça? Effectivement, puis on l'avait souligné ça avec le projet de loi 84 qui a été amené sur l'intégration nationale. Le projet de loi évacué complètement les responsabilités du gouvernement en matière de services publics. Donc, il met pas en place au niveau de la francisation, de l'aide à l'emploi, de l'accueil même sur le territoire québécois de ces nouveaux arrivants-là pour qu'ils puissent bien s'établir et contribuer à la société québécoise. Donc, on a une difficulté, puis on voit que le flot de migrants augmente énormément. On l'a vu d'ailleurs avec certains reportages où on voit les gens qui étaient des réfugiés, qui étaient d'Haïti, qui avaient trouvé refuge depuis plusieurs années aux États-Unis, qui s'en viennent vers le Canada maintenant. D'autres groupes également s'en viennent pour avoir le Canada comme terre d'accueil, parce que le gouvernement américain fait une purge présentement et veut envoyer ces gens-là ou les retourner dans d'autres pays qui ne sont pas leur terre d'accueil qui était les États-Unis, qui avait un permis de pouvoir y rester, de pouvoir y travailler, de pouvoir y contribuer. Donc, la situation pour nous est très préoccupante parce que la structure des services publics présentement ne nous permet pas de bien les accueillir et de bien les intégrer à la société. Donc, si on ne réussit pas à faire ça, ils n'auront pas une contribution, je dirais, positive à la société et ils vont à ce moment-là avoir plus de difficultés autant à s'intégrer qu'à contribuer à la société. Donc, il faut qu'on mette en place des services publics. Puis dans l'ensemble des régions, on sait surtout que ces gens-là vont aller peut-être dans la région de Montréal ou dans les grandes villes, mais on veut qu'ils soient sur l'ensemble du territoire québécois. Les besoins en emploi sont partout au Québec et pas seulement à Montréal ou dans les grands centres urbains. Donc, il faut qu'on puisse avoir des services publics de qualité pour les accueillir partout et qu'ils contribuent à travers leur action, puis que l'ensemble de leur famille, parce que des fois, c'est pas juste des gens seuls, là, c'est des familles entières qui arrivent. Sûr, ouais. Donc, il faut qu'on puisse avoir ces gens-là partout au Québec pour une contribution. Bien sûr, c'est des enfants souvent qui ont besoin d'aller à l'école aussi, donc ça augmente la population dans nos écoles. C'est des gens qui ont besoin de soins de santé comme tout le monde, ça augmente la... Alors, il y a un ensemble de... Ouais.
Exact, l'ensemble des services. On parle de la Sollicité. RAMQ, on parle des permis de conduire à la SAAQ, on parle parfois peut-être de l'aide sociale au début pour aider les nouveaux arrivants, puis après ça, l'aide à l'emploi aussi. Là. Donc, le service d'Emploi Québec va les aider à les accompagner à trouver un travail dans leur domaine ou dans un domaine où ils sont capables de travailler. Donc, tout ça fait que pour avoir une expérience positive arrivée au Québec et qu'ils puissent justement contribuer dès leur arrivée, puis qu'ils se sentent également comme des personnes qui vont participer à l'évolution puis à l'essor de la population québécoise puis du Québec, mais il faut qu'on puisse avoir des services publics de qualité. Puis présentement, il y a un sous-financement. Depuis le dernier budget, on a encore coupé des millions de dollars dans les budgets de ces différents ministères-là. Et ça va avoir un impact partout dans toutes les sphères de la société parce que autant les compagnies, des fois, qui ont besoin d'accompagnement également aussi pour accueillir ces gens-là, pour savoir comment bien s'adapter avec cette nouvelle vague-là de personnes qui vont pouvoir être une force de travail, ben, c'est des difficultés de plus. La question de la sous-traitance dans le déneigement, Christian, tu nous as déjà parlé de ça, mais rappelle-nous un peu l'enjeu. C'est que le gouvernement du Québec, évidemment, a besoin de déneigeurs parce qu'il a des routes provinciales à faire déneiger. Il doit recourir au privé beaucoup, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est environ 80% des travaux de déneigement qui sont confiés à des sous-traitants. On sait qu'il nous reste encore quelques petits bancs de neige, là, c'est pas encore tout fondu Non, dans c'est la pas région de fondu Québec. encore. Ouais. Fait que c'est le temps encore d'en parler un petit peu. Mais ces contrats-là ont explosé. Les coûts des contrats augmentent d'année en année. On a augmenté le coût des 80 millions dans les 4 dernières années. C'est 34% de hausse. Ça va plus vite que l'inflation. Et ça, c'est nous tous qui payons pour ça avec nos taxes et nos impôts. Pourquoi? Parce que le ministère des Transports s'est déchargé de ses responsabilités avec le temps. Il l'a confié en sous-traitance. Et en confiant en sous-traitance, ben, à ce moment-là, a coupé les emplois, a également coupé les camions qu'ils avaient, les déneigeuses qu'ils avaient. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu devant une sous-traitance qui est obligatoire parce qu'on n'a plus les effectifs, on n'a plus les équipements pour la faire. Donc, on devient captif au niveau de la sous-traitance. Et ça, à ce moment-là, c'est des coûts qui augmentent d'année en année parce que les contracteurs le savent. Et dans certaines régions du Québec, ben, il y a juste un ou deux contractants qui vont soumissionner pour un bout de route. Donc, on n'a pas le choix de déneiger la route et le ministère va être obligé d'accepter ce contrat-là à coût beaucoup plus cher que si on le faisait à l'interne ou s'il y avait une concurrence qui était beaucoup plus grande à travers ça. On est à la merci, autrement dit, dans certaines régions, des prix qui nous sont quasiment imposés par l'entreprise privée, là. Tout à fait. Il y a des endroits où il y a juste un contracteur. Puis, ben, quand à ce moment-là, il y a moins de soumission, ben, il peut y avoir plus de collusion. On arrive, on est à trois places. Moi, puis toi, Philippe, on a un coin dans le bas Saint-Laurent, puis on se sépare les routes. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est la collusion, puis on va augmenter nos prix, puis on va être capable chacun de tirer notre épingle du jeu, mais au détriment des Québécois qui payent pour ça à ce moment-là. Donc, c'est de la difficulté qu'on a de plus parce qu'il faudra avoir des gens à l'interne pour faire ce déneigement-là et à ce moment-là, offrir. Et puis je dis pas qu'on doit tout reprendre à l'interne. J'aimerais bien ça, mais c'est pas possible à court terme ou moyen terme. Mais il faudrait au moins d'avoir une option de pouvoir le reprendre à l'interne. On est arrivé dans la région de Montréal après la tempête de l'autoroute 13 où est-ce qu'on avait acheté des camions pour pouvoir reprendre ce déneigement-là. Et on est arrivé en bout de ligne avec aucun employé qui a voulu ou aucune personne qui a voulu être au ministère. On a manqué de conducteurs. Même chose également, c'est un engagement du ministère des Transports de reprendre dans la grande région de Québec 50% du déneigement en régie interne, donc au ministère des Transports, et on n'a pas été capable de combler ce besoin-là parce que les emplois ne sont pas payés correctement par nos ouvriers qui font le déneigement. Manque de personnel aussi dans le système de justice au Québec. Puis ça a des graves conséquences. Là, je veux dire, le staff dans les palais de justice, s'il en manque, c'est l'ensemble du système qui est ralenti. On en parle depuis quelques années, donc, de ces ralentissements-là dans le domaine de la justice qui ont des impacts importants sur des délais légaux parfois. On en a beaucoup parlé dans des causes qui ont impliqué l'arrêt Jordan, le fameux arrêt Jordan, puis qui ont mené à la libération de criminels souvent patentés là, aux grandes dames de l'opinion publique. Mais c'est un vrai problème, là, la pénurie de main-d'œuvre dans les palais de justice. Puis la pression que ça fait peser sur les employés qui sont en place aussi. Tout à fait. Puis on l'avait dénoncé, ça aussi, ce manque d'effectifs-là qu'on avait, et le fait qu'on changeait des gens de département, donc des gens qui étaient au civil, on les envoyait au niveau du criminel pour justement pouvoir être dans les cours où est-ce que c'est l'arrêt Jordan qui peut s'appliquer. Si on pense dernièrement au Québec en 2023, c'est 96 causes qui ont été abandonnées au niveau criminel à cause de l'arrêt Jordan, des délais déraisonnables. Si on prend en 2024, c'est
94 causes criminelles qui ont fait l'objet d'un arrêt de procédure. Et dans les deux cas, la pire place, c'est Sherbrooke. En 2023, c'est 50 des 96 causes qui ont été abandonnées à Ah Sherbrooke. ouais? Et en 2024, 53 causes sur 94. Ah, c'est fou. Hein. C'est énorme. Ouais. Et ça, là-dedans, on pense, c'est pas juste des meurtriers qu'il y a là-dedans, là. C'est des gens qui peuvent avoir fait de la violence conjugale. Donc, c'est des gens qu'on remet en liberté et qui, potentiellement, auraient été retrouvés coupables et qui auraient peut-être dû faire de la prison où il y aurait eu des conditions avant leur remise en liberté. Donc, c'est un danger pour des gens qui auraient été déclarés coupables parce qu'on aurait prouvé, justement, l'intention au niveau criminel et qui ne font pas l'objet de procédures, qui ne font pas l'objet à ce moment-là de mesures. Donc, ces personnes-là sont encore en liberté et font courir un danger à la population ou à leurs conjoints, conjointes, si jamais on parlait de choses qui se passent entre deux personnes. Donc, pour nous, c'est très préoccupant. Le ministère de la Justice a des enjeux au niveau de l'embauche présentement, puis de la rétention du personnel. Nos gens, présentement, ont la boue dans le toupette, ne sont pas capables d'y arriver. Les gens crient de désespoir tellement qu'ils ont besoin d'aide parce que la charge de travail augmente. On a des difficultés également à avoir toutes les informations ou à produire toutes les informations à temps pour les différentes causes. Parce que le juge a besoin, c'est pas juste le procureur de la défense, puis le procureur de la couronne, c'est le juge également qui a besoin de tous les documents, de toutes les pièces, d'avoir tout en main dans le dossier avant de procéder. Et ça, c'est l'équipe du palais de justice qui met tout ça en place et on a des difficultés présentement. Des difficultés également au niveau des greffiers, des huissiers audienciers. On a un ensemble de facteurs qui fait qu'il y a des causes à chaque année qui sont abandonnées. Puis là, je parlais de Sherbrooke tantôt, mais je pourrais parler des 13 causes à Montréal qu'il y a eu en 2024. Québec, il y en a eu aucune. On était chanceux de ce côté-là comme Trois-Rivières, mais Longueuil, puis partout dans la province, il y a des cas comme ça qui sont abandonnés à cause du manque de personnel et des difficultés qu'on a dans le système. Hey, avant de se quitter, Christian, peut-être un petit mot sur les employés du gouvernement qui travaillent dans Saint-Roch, ici, le quartier où on se trouve dans ces CAIA. Il y a un article qui a été diffusé sur une plateforme d'info, je pense que c'était Le Soleil la semaine passée, concernant les craintes de certains employés dont les bureaux sont sur Charest. Il y a des problèmes de cohabitation avec des itinérants, notamment. Il y a eu un geste de violence, notamment, qui a été posé à l'endroit d'une employée. Il y a beaucoup, enfin, selon les rapports de certains médias, il y a beaucoup d'employés qui voudraient déménager du quartier. Comment se positionne votre syndicat là-dessus? Ben, nous, on veut que nos gens soient en sécurité, autant pour aller au travail qu'en étant au travail. Donc, on sait que le télétravail nous permet d'être à la maison pour un certain bout de temps, mais il faut quand même avoir une présence au bureau et on veut que ces gens-là puissent travailler, puissent donner des services en se sachant en sécurité, autant pour se rendre que pour revenir. Maintenant, sur la situation dans Saint-Roch, puis d'ailleurs, c'est ma place d'origine parce que j'étais justement à Place Cartier, qui est au coin de l'ancien cinéma Charest, où maintenant est rendu pas trop loin l'Aube-Rivière, et on sait qu'il y a un problème d'itinérance. Le problème d'itinérance-là amène justement, on l'a dit, il y a eu un geste violent qui a été posé envers une personne du gouvernement, mais il y a également des gestes obscènes, il y a des gens qui se font suivre, il y a des interactions qui ne sont pas souhaitées. Les ministères ont dû mettre en place des agents de sécurité à certains endroits pour justement surveiller ou accompagner les gens lorsqu'ils retournent à leur auto. Donc, pour nous, c'est préoccupant, puis on doit trouver des solutions à ça. C'est pas nécessairement en déménageant. Le déménagement fait partie des plans du gouvernement parce que c'est des locaux qui sont loués dans ces endroits-là et on veut rapatrier vu qu'on a moins d'espace dans les endroits ou dans les édifices qui appartiennent au gouvernement, dont la SAQ qui est sur Jean-Lesage, le complexe G également. Donc, on veut rapatrier des employés dans les endroits et avoir moins de locations, donc économiser. Mais nous, de notre côté, ce qu'il faut trouver, c'est une solution pour ces gens-là en itinérance qui ont des besoins, autant au niveau de l'accompagnement, de travailleurs sociaux, de peut-être de réinsertion, d'avoir une place de transition également, ce qu'on peut les aider à travers les différents problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la dépendance, peut-être à certaines drogues, peut-être de la consommation également d'alcool, peut-être de problèmes mentaux également aussi, parce qu'il y a une désinstitutionnalisation qui s'est faite à travers les années. Donc, il faut trouver une solution pour l'ensemble des places. Maintenant, sur le déménagement, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est les ministères qui vont y aller de ce côté-là puis qui vont voir ce qu'ils veulent faire. Mais nous, on pense, puis c'est pas juste pour nos employés, c'est les gens qui vivent dans le secteur. On sait qu'on a voulu revamper dans la ville de Québec le quartier Saint-Roch. Plusieurs jeunes familles s'y sont installées. Mais il faut que l'ensemble de la population se sente en sécurité. Et pour ça, ça prend de l'accompagnement au niveau des gens qui ont ces besoins-là, qui sont dans la rue malheureusement pour différentes raisons. Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Toujours un plaisir, Christian. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi et de
ta gorge. Merci, Philippe. À bientôt. Bye bye. 900 000 $. C'est la somme que les partis politiques